Madame, Monsieur, bonsoir. Fin de l'année oblige, nous poursuivons notre série rétrospective et ce soir, l'économie marocaine. Il se trouve qu'il y a quelques signaux positifs tels que dans la dernière note de conjoncture de la DEPF, de la Direction des études de prévision et des finances, qui approuve que l'économie nationale a montré des signes de reprise dès le second trimestre en enregistrant un net rebond de 15%. Cet élan de reprise a concerné la quasi-majorité des activités économiques, bien qu'à des rythmes distincts. En revanche, et sans surprise, certains secteurs de l'économie subissent encore les effets de la crise, à l'instar bien sûr du tourisme et de son écosystème. Autre secteur clé, celui du BTP, préserve lui une évolution favorable. Sur le plan de la demande intérieure et toujours selon la même note de conjoncture, celle-ci fait état de la poursuite de la progression du pouvoir d'achat des ménages, favorisée par l'amélioration des revenus grâce à l'excellente campagne agricole. L'importance bien sûr des transferts des MRE, rappelons cette progression de 43% enregistrée à fin octobre. Et aussi il y a cette consolidation de la reprise des créations d'emplois, sans oublier la progression des crédits à la consommation, donc ce qui pousse et booste la demande intérieure. Mais toutefois, beaucoup de questions restent en suspens, notamment une année 2022 sans visibilité aucune et avec des risques divers. L'apparition de nouveaux variants de la Covid-19, les perturbations diverses de la chaîne d'approvisionnement sur la production industrielle et bien sûr la hausse continue des cours mondiaux des matières premières. Alors ce soir, nous analysons la conjoncture nationale et nous nous projetons plutôt aussi en 2022 en compagnie de mes invités. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir professeur Abdelatif Komat, doyen de la faculté des sciences économiques, juridiques et sociales à l'université Hassan II. Bonsoir professeur Komat, merci de vous joindre à nous. Bonsoir. Également, dans Question d'actu ce soir, professeur Hicham Sadour, professeur d'économie et de finance, qui se joint à nous par téléphone. Bonsoir professeur Sadour, merci d'accepter l'invitation de Média TV. Merci à vous pour votre invitation. Et va se joindre à nous dans quelques minutes professeur Abdelghani Lioumni, économiste spécialiste des politiques publiques. Alors, Covid-19 en deux, parce que nous entamons la deuxième année, nous l'avons déjà entamé de la pandémie, avec bien sûr tous les impacts sur l'économie mondiale. Bien sûr, le Maroc n'y échappe pas. Mais cela dit, professeur Komat, donc toutes les prévisions s'accordent à dire, ou en tout cas que la croissance de l'économie marocaine en 2021 sera d'au moins 6%. C'est une bonne nouvelle. Effectivement, c'est une bonne nouvelle. Il l'est davantage parce qu'il y a pratiquement une revue à la hausse de la prévision de croissance du Maroc, pratiquement par toutes les organisations, qu'elles soient nationales ou qu'elles soient internationales. On avait tablé sur un taux de croissance aux alentours de 5,7%. Aujourd'hui, il oscille entre 6,3 et 6,7%. Le FMI, le Fonds monétaire international, parle de 6,3 et la Banque centrale, dans son dernier conseil d'administration de la semaine dernière, table sur 6,7%, ce qui fait du Maroc, en fait, le pays qui va connaître le plus élevé taux de croissance au niveau de la région MENA. Et ça, c'est bien sûr, c'est un bon signe. Cette croissance, bien évidemment, elle est portée par un certain nombre de performances. Vous en avez évoqué certains tout à l'heure, on va certainement y revenir. Mais ce qu'il faut dire que globalement, le Maroc se situe dans, en fait, la tranche supérieure en termes de croissance au niveau mondial. Au niveau mondial, aujourd'hui, on table sur un taux de croissance de 5,9%, porté essentiellement par des pays comme la Chine à 8%, l'Inde à 9,5%, et la moyenne, elle est située un peu moins de 6%. Le Maroc, il se trouve qu'il est en fait dans la tranche supérieure, et ça, c'est une très bonne nouvelle.
Puisque vous parlez d'autres économies mondiales, ma question est à présent pour professeur Sadour. Compte tenu de la conjoncture actuelle, de l'apparition de ce nouveau variant Omicron, toutes les incertitudes qui s'accroissent finalement avec ces détériorations de la situation épidémiologique au niveau mondial, est-ce que vous pensez que cela pourrait impacter de manière négative et à court terme cette reprise déjà entamée en 2021? Oui, tout à fait. En fait, par rapport à ce que disait mon collègue tout à l'heure, moi, ce que je crains, c'est que cette période d'incertitude, ces décisions qu'on vient de prendre, récemment concernant la fermeture en fait de l'aérien, nous allons avoir tout un secteur qui est le tourisme, l'hôtellerie et les activités qui s'y rapportent, qui vont souffrir, et je crains que cette tendance qui était positive au niveau de la reprise pour essayer de revenir après en fait la baisse de l'activité du PIB de l'année dernière. Donc on pensait qu'on allait revenir au niveau qu'on avait en 2019 rapidement grâce à ce dynamisme qu'on a connu à partir de 2021. Mais je crains que ce qui se passe au niveau planétaire, au niveau de ce variant qui est Omicron, et les décisions qu'on a prises récemment qui touche un secteur qui est très structurant, très influençant pour l'économie marocaine, que cette tendance, elle risque de s'affaiblir. Et peut-être on va clôturer l'année avec quelque chose qui est inférieur à ce qui a été prévu et ce qui a été avancé tout à l'heure par mon collègue, c'est qu'on estimait avoir à peu près 6,1, 6,3, 5,9, ça dépend en fait des institutions qui font de la modélisation et l'évaluation de l'estimation de la croissance du PIB pour 2021. Donc je crois qu'on aura une décélération ou une manque d'énergie ou de reprise par rapport à ce qui était prévu suite à ce qui a été déclenché en fait comme crise, comme incertitude par ce nouveau variant, et peut-être par l'accélération de cette incertitude, et on a amplifié en fait cette incertitude en essayant de penser beaucoup plus pour la préservation de la sécurité sanitaire du pays que de le contrebalancer par rapport à ce secteur qui est en train de souffrir, en l'occurrence le tourisme et les activités annexes ou les activités qui s'y rapportent. Oui, alors, hors tourisme, bien sûr, outre que le tourisme, nous y reviendrons par rapport à cette reprise de certains secteurs et pas pour d'autres malheureusement, en l'occurrence le tourisme. Mais cette conjoncture mondiale a-t-elle un impact hors tourisme? C'est-à-dire, est-ce qu'il y aurait d'autres activités qui pourraient pâtir de cette incertitude, de ce variant Omicron, j'ai envie de dire de manière indirecte, professeur Komat? C'est-à-dire, aujourd'hui, est-ce que ça peut craindre aussi pour les industries qui se sont refaites une santé, notamment pour ne citer que le textile, nous y reviendrons en détail, mais est-ce que cela risque d'avoir aussi un impact sur les industries? En fait, je dirais que c'est un peu contrasté. Il se trouve que peut-être parfois, il y a même un effet positif sur un certain nombre de secteurs. On a vu la montée en puissance, notamment des matières premières. Vous savez que la conjoncture, en fait, c'est vrai qu'il y a un aspect peut-être négatif, c'est le renchérissement des prix des matières premières au niveau international, mais ça, c'est à l'avantage des pays exportateurs. Exact. Notamment, par exemple, pour le Maroc, les produits phosphatiers, bien qu'il y ait eu une petite baisse en termes de quantité exportée, mais les prix ont pratiquement augmenté de plus de 40%, ce qui a rejailli positivement sur les exportations en produits phosphatiers marocains. Nous avons vu également que un certain nombre d'autres secteurs, notamment tout ce qui est industrie automobile, industrie électrique et électronique, ont connu un rebond. Donc, sur ce plan-là, peut-être la difficulté que connaissent un certain nombre de pays pour se ravitailler auprès de leurs fournisseurs classiques font peut-être qu'ils se rabattent sur d'autres pays émergents, notamment le Maroc. Et je dirais, ça peut être un effet, ça peut avoir un effet positif. Par contre, bien évidemment, il y a le revers de la médaille, c'est que aujourd'hui, il y a des perturbations au niveau des chaînes mondiales d'approvisionnement, notamment en composants, surtout des pays qui sont introduits massivement au niveau des chaînes mondiales. On pense notamment pour le Maroc à tout ce qui est industrie automobile, à tout ce qui est industrie aéronautique, à tout ce qui est industrie électronique, où il y a une interconnexion, il y a une interdépendance, et lorsque, bien sûr, les fournisseurs ont des difficultés, ça rejaillit sur
je dirais, les sous-traitants ou les co-constructeurs, comme c'est le cas pour l'industrie automobile. Et donc, c'est pour ça que, je dirais, globalement, en fait, le Maroc aujourd'hui n'est pas forcément, je dirais, touché pour le reste des industries. Il est davantage concerné dans, en fait, tout ce qui est mobilité internationale et la mobilité humaine, et non pas la mobilité en termes de marchandises. Le commerce continue à se développer. Par contre, c'est vrai, c'est les restrictions en termes d'ouverture des frontières aériennes qui ont eu un impact sur un des secteurs phares du Maroc, qui est le secteur du tourisme, qui emploie plus de 550 000 personnes. Mais il y a tout l'écosystème, tout ce qui est, bien sûr, tout ce qui va avec, comme transport à l'international, comme les agences de voyage, les guides, la restauration internationale. Donc, c'est ce qui reste aujourd'hui le plus touché. Mais je ne crois pas que le reste de l'industrie risque d'être fortement touché si, bien évidemment, cette pandémie continue à perdurer quelque temps. Très bien. Donc, professeur Hassan Sadouk, cette rupture dans les chaînes de valeur mondiales est-elle finalement perçue comme une opportunité pour certains, aujourd'hui notamment au Maroc, et en l'occurrence pour des secteurs et pour aussi ce taux d'intégration, ce qu'on appelle le taux d'intégration, à savoir dans l'automobile ou l'aéronautique, comme l'expliquait il y a quelques instants professeur Komat. Donc, c'est une bonne chose finalement cette rupture, mais en même temps elle impacte, elle handicape les industriels puisque beaucoup de chaînons manquent à cette chaîne de valeur mondiale. Oui, en fait, dans chaque fois qu'il y a une crise, il y a des secteurs d'activité, il y a des métiers qui prospèrent, il y a d'autres métiers qui vont souffrir. Donc il y a des métiers qui prospèrent, même en fait quand il y avait les restrictions, qu'il y avait le confinement, comme le secteur de la technologie, la pharmacie. Enfin, il y a des secteurs qui ont vu en fait leur chiffre d'affaires, leurs indicateurs macroéconomiques, leurs indicateurs financiers augmenter, mais d'autres ils ont souffert. Mais ce qui nous intéresse dans un débat, quand on traite en fait l'économie en général, c'est le macro, c'est le global. Or, le global, je ne crois pas en fait que le Maroc, surtout en cette période-là, parce qu'on était sur un certain dynamisme pour essayer de retrouver le niveau de 2019. Mais à partir d'octobre, novembre, décembre, on voit décélérer certains indicateurs qui fait que l'économie dans sa globalité, en termes macroéconomiques, je crois qu'il y a un problème qui doit nous alerter, sur lequel on doit réagir rapidement, parce que nous avons un déficit au niveau de la balance courante. Parce que ce qui m'intéresse, ce n'est pas un secteur A et un secteur B, un secteur C, comment ils vont se comporter. Il y a un déficit au niveau de la balance courante qui est en train de se creuser. Il y a des recettes fiscales qui ont commencé à diminuer. Et ces recettes fiscales qui commencent à diminuer parce que tout simplement le commerce ne se porte pas correctement, tout secteur confondu. Et quand il y a des recettes en moins, surtout dans une période de crise où il y a des dépenses énormes au niveau de l'État, nous avons un déficit budgétaire qui commence à se creuser, qui se matérialise sous forme d'endettement massif de l'État et du Trésor. Et ça, c'est des problématiques à gérer sur le moyen et long terme. Donc, en termes macroéconomiques, certes, il y a des gagnants, il y a des perdants, mais dans sa globalité, si on ne reste pas, on ne revient pas au dynamisme qu'on a eu au premier trimestre, au deuxième trimestre de 2021, moi, je crains qu'en termes globaux, le déficit de la balance courante, elle se creuse. Heureusement, les transferts, et vous l'avez évoqué dans votre introduction, les transferts des MRE, ils font en sorte à ce que cette balance soit maintenue à un certain niveau, qui fait que le dirham, il est maintenu par rapport au dollar et au euro à un certain niveau. On a certains secteurs exportateurs, dont les industries. C'est pour cela, justement, on se rejoint là-dessus, Hassan Sadouk. On se rejoint sur le fait que si des secteurs exportateurs aussi importants que l'automobile, en l'occurrence, puisque c'est le premier secteur exportateur, ou en tout cas ex aequo avec les phosphates, ça dépend des années, si le premier exportateur marocain pâtit de la rupture des chaînes de valeur mondiale, cela risque d'empirer la situation davantage sur des secteurs qui ont montré de très bons signes de reprise. Oui, en fait, cette défaillance au niveau de la chaîne logistique, on sait très bien qu'au niveau technologique, il y a un déficit au niveau des puces. Absolument. Les puces électroniques. Et les puces électroniques, ils sont un élément important dans la fabrication des voitures. Donc forcément, il y aura une certaine répercussion négative sur ce secteur qui risque d'avoir des recettes en fait en termes de devises en moins. Voilà. Pour ça, je disais, moi,
Ce que je crains, c'est que le début de 2022 et la fin de 2021 ne sera pas sur le même élan qu'on avait lorsque certains organismes internationaux ils ont fait des prévisions pour l'économie marocaine, parce qu'on était sur un train positif. Et ce train positif, il n'existe plus à partir du troisième trimestre. Nous avons un déficit aujourd'hui qui est très visible au niveau de la balance courante. Et c'est vrai que le Maroc, il a réagi d'une manière très agile, très rapide en 2021 en levant des fonds, en empruntant, en émettant des obligations. Donc il a eu des recettes en termes de devises qui sont très importantes, qui fait que nous avons une couverture à peu près 7 mois d'importation, 300 milliards de dirhams à peu près en fait en devises. Nous sommes très à l'aise parce qu'on s'est beaucoup endetté, mais cela au détriment des indicateurs macroéconomiques globaux qui vont nous imposer certaines problématiques en 2022, 2023, 2024. Lesquelles? Donc c'est pour ça. Quelles sont ces problématiques, professeur Sador? Je disais, en fait, nous avons un c'est le surendettement. L'endettement, nous avons le trésor public aujourd'hui. Notre dette intérieure plus notre dette extérieure, elle avoisine les 100% du PIB. Ça veut dire qu'à un certain moment, il faut penser à rembourser cette dette. Nous avons des entreprises publiques pour financer les investissements que l'ONCF, en fait, l'autoroute du Maroc, c'est des entreprises qui sont très endettées pour l'instant. Ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un déficit commercial aujourd'hui très intéressant qui va nous obliger à moyen long terme d'aller s'endetter davantage. Mais c'est le cas de tous les pays. Je veux dire, ça a été évoqué beaucoup de fois dans cette émission et dans d'autres. C'est le cas de tous les pays du monde, l'endettement et même le surendettement. Parce que c'est la conjoncture qui impose. C'est le Covid qui impose la dette. Je comprends parfaitement en fait les gens qui disaient que en fait les critères de l'endettement de certains pays ça a sauté. En fait, c'est plus comme avant. Sauf que nous avons des politiques monétaires qui sont complètement différentes. Nous n'avons pas le privilège d'avoir une devise. Nous ne sommes pas les États-Unis d'avoir le dollar ou la Banque centrale européenne d'avoir un euro. Ça veut dire qu'ils peuvent émettre des euros que les autres vont essayer d'acheter. Nous, on doit gagner les devises pour qu'on puisse importer. Parce que personne ne peut accepter le dirham comme une monnaie de transaction ou comme une devise de transaction. Donc, nous ne sommes pas dans les mêmes ordre de grandeur, si vous voulez, pour essayer de se dire on peut faire la politique de la quantitative easing. Ça veut dire on peut s'endetter davantage pour qu'on puisse financer le déficit ou les dépenses ou les investissements en interne parce que nous avons une monnaie à préserver, qui est le dirham pour qu'on ne perde pas de la valeur, sinon on ne sera pas compétitif au niveau de nos exportations. Donc la problématique, elle est complètement différente. Il y a des pays qui ont ce privilège d'émettre de la dette parce qu'ils ont une devise, et des pays qui ne peuvent pas parce que tout simplement ils ont une monnaie. Donc il y a une monnaie, il y a une devise. C'est deux choses qui sont complètement différentes, qui nous obligent d'avoir des politiques monétaires qui sont complètement différentes. Et donc toute comparaison n'est pas forcément raison. Alors, comparaison et réaction, professeur Komatz, justement, sur ces sacro-saints d'agrégats macroéconomiques et d'équilibre, j'ai envie de dire, de ces agrégats. Le Maroc y a tenu pendant très longtemps. Il est resté très à cheval sur le respect de ces agrégats macroéconomiques et de cet équilibre budgétaire. Donc, une réaction sur ce qu'avançait Hassan Sador. En l'occurrence, il y a risque de la dette dans les années à venir, dans 2022, 2023, 2024, pour reprendre l'analyse du professeur Sador. Moi, je voudrais relativiser. Bon, j'ai écouté ce qu'a dit le professeur Sador. C'est vrai que lui, il se réfère à des standards, à de l'orthodoxie, je dirais, financière et économique, qui voudrait qu'effectivement, il faut préserver un certain nombre d'équilibres macroéconomiques sur lesquels le Maroc, il faut le dire, était en fait un exemple au niveau international depuis les années 80 avec la politique d'ajustement structurel qui a fait que le Maroc a fait beaucoup d'efforts pour justement préserver ses équilibres macroéconomiques pendant une trentaine d'années. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Et on ne peut pas justement forcer la préservation, je dirais, selon cette orthodoxie de ces équilibres macroéconomiques au détriment peut-être d'un certain nombre d'autres priorités, bien sûr, notamment l'aspect sécuritaire, l'aspect sanitaire, etc. En relativisant la chose, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il s'agit de relativiser tout d'abord par rapport un peu au processus de l'économie marocaine, mais également par rapport à ce qui se passe au niveau international. Je dirais que globalement, en relativisant, le Maroc s'en sort relativement bien sur les deux plans. Bon, tout d'abord, bien sûr, ces équilibres macroéconomiques, c'est vrai, il y a un certain nombre de glissements,
mais ils sont, je dirais, plus ou moins maîtrisables. En parlant de l'endettement, aujourd'hui, nous sommes à 76% au niveau de la dette du Trésor et à 96% au niveau de la dette globale. C'est vrai qu'on est en train de frôler les 100%. Rappelons qu'en 83-84, nous avons atteint 120% du PIB. Oui. Donc c'est vrai, nous sommes à la limite. Au niveau de l'endettement, bien sûr, il y a un équilibrage entre la dette interne et la dette externe, en donnant plus de place à la dette interne. Au niveau des équilibres, je dirais, autres déséquilibres, bien sûr, il y a l'inflation. On a beaucoup parlé ces dernières semaines du renchérissement du coût de la vie, notamment des produits alimentaires, des produits de carburant. Aujourd'hui, on estime que l'inflation devrait terminer à 1,7%, ce qui est supérieur au 0,7% avec lequel nous avons commencé l'année. Et là également, bien sûr, il y a une dimension internationale. Alors, en ce qui concerne la balance des paiements, c'est vrai qu'il y a un risque de déficit de la balance commerciale qui rejaillit sur bien sûr, le déséquilibre de la balance des paiements. Heureusement, il faut le dire, bien qu'il y a eu un regain en termes d'importation, parce que le Maroc, maintenant, il y a une croissance de l'importation, notamment des produits, bien sûr, de consommation, mais également des produits d'investissement et d'équipement, qui est un bon signe. Mais de l'autre côté, il y a proportionnellement une augmentation des exportations, ce qui fait que plus ou moins le déséquilibre que nous avons toujours connu au niveau de la balance commerciale, il est préservé. Alors, en ce qui concerne les autres flux, notamment les flux financiers, pour justement avoir un résultat de la balance des paiements, là, l'avantage, bien sûr, que c'est vrai, il y a moins de transferts, tout ce qui est investissement direct, parce qu'il y a une baisse au niveau des EDE, des investissements directs étrangers. Par contre, les transferts des Marocains à l'étranger sont passés de 60 milliards de dirhams à pratiquement 95 milliards de dirhams qu'on attend pour fin 2021, ce qui a eu bien sûr un impact sur le rééquilibrage ou la tendance vers le rééquilibrage de la balance des paiements. Alors la grande question reste bien sûr le budget, le déficit du budget. Et c'est vrai, comme l'a dit Sadok, nous sommes dans un environnement différent des pays développés, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Europe, qui ont des systèmes différents. Les États-Unis, c'est la planche à habiller, parce que la réserve, c'est leur devise nationale. Et puis l'Europe, il y a toute l'institution de la Banque européenne et autres qui prêtent des centaines de milliards d'euros aux pays de l'Union européenne. Et bien sûr, ils se permettent ce qu'on appelle le stimulus budgétaire, c'est-à-dire un soutien plus ou moins, je dirais, très généreux à leur tissu économique. Au Maroc, c'est vrai qu'on a essayé à travers le fonds Covid, qui a récolté plus de 34 milliards de dirhams, mais là, il y a des limites. L'État ne peut pas aller au fonds perdu pour soutenir le tissu économique, et donc il faut faire très attention au creusement des déficits budgétaires qui aujourd'hui sont autour de 7,5%, parce qu'il va falloir le combler par de l'endettement, et sachant que l'endettement également connaît une certaine saturation. On ne peut pas justement aller vers des clignotants rouges au niveau de l'endettement, parce que ça, bien sûr, ça hypothèque les générations futures, mais également ça a un impact sur l'image financière du Maroc au niveau de la scène financière internationale. Et donc c'est vrai que les clignotants, les indicateurs macroéconomiques aujourd'hui ne sont pas catastrophiques, mais certains sont à la limite de ce qu'on pourrait atteindre comme déficit. Il va falloir faire attention. Alors maintenant, bien évidemment, il y a les autres leviers pour essayer justement de limiter les dégâts au niveau des indicateurs économiques, c'est de jouer sur la réforme fiscale, par exemple. Donc on a vu tout le monde, il y a unanimité comme quoi aujourd'hui il y a une assiette à élargir, il y a pour essayer justement d'augmenter les recettes de l'État, mais sans avoir un impact sur les entreprises qui sont aujourd'hui, je dirais, à jour en ce qui concerne leur fiscalité, peut-être aller vers des niches épargnées, aller vers le secteur informel, etc. Donc, il va falloir peut-être approfondir les réformes, augmenter les recettes de l'État, agir sur les dépenses, notamment les dépenses de fonctionnement, qui pourraient être réduites, et maintenir bien sûr le stimulus des entreprises. On l'a vu avec le secteur du tourisme, il y a un renouvellement du soutien de 2000 dirhams pour les personnes adossées au secteur du tourisme jusqu'au 31 décembre. Ça, je crois que sur le plan économique et social, c'est très important de le maintenir.
Oui, et vient de se joindre à nous, professeur Abdelrani Elyoumni. Bonsoir, merci de vous joindre à nous. Bonsoir Khadija Hassan. Donc, bon, à l'instant, on parlait de l'endettement. L'endettement est-il à craindre? Quelles seraient les conséquences pour les années à venir? Alors, l'endettement pour le Maroc, il est à craindre dans le cas où on aurait une récession économique et dans le cas aussi où on aurait une hyperinflation qui est à craindre. Elle ne dépend pas du Maroc parce que le Maroc est ancré au commerce international et aux autres économies, à la finance internationale. L'endettement aujourd'hui pour le Maroc, il est maintenu à un niveau qui est très acceptable parce que ce soit pour l'endettement intérieur ou l'endettement extérieur, tous les investissements publics et toutes les dépenses publiques sont vraiment faites de manière très macro-prudentielle, c'est-à-dire il n'y a pas d'exagération et le Maroc n'a pas utilisé le quoi qu'il en coûte pendant les 3 années de pandémie maintenant. Je pense qu'on reste sur un niveau optimal d'endettement par rapport à la situation de pandémie que le monde vit. C'est très acceptable aujourd'hui et en plus la majeure part de l'endettement du Maroc est orientée vers des infrastructures et des investissements publics et le développement économique et pas vers la consommation. Donc pour moi aujourd'hui, oui, notre dette est soutenable tant que l'inflation n'est pas à un niveau très élevé. Très bien. Hicham Sadour, donc on a parlé, bien sûr, on va vous faire réagir aussi sur ce qui a été développé par mes 2 autres invités, mais aussi puisqu'on reste dans ce cadre macro et dans le financement des projets structurants, notamment la généralisation de la protection sociale et l'endettement pour la création de valeur. Comment établir cet équilibre selon vous? L'équilibre, bien évidemment, ce qui a été dit tout à l'heure, enfin, ce que j'ai essayé d'avancer, moi, ce que je crains, c'est que les déficits budgétaires, parce qu'il y aura moins de recettes fiscales, parce que l'activité économique n'arrive pas à avoir le même rythme que ce qu'on a eu au premier semestre, c'est qu'on va avoir un creux qu'on sera obligé de financer par l'endettement. Pour essayer de trouver en fait des leviers de financement. Moi, je reviens à une idée qui était très simple parce qu'on a beaucoup parlé de la politique fiscale et la réforme fiscale, mais malheureusement, ça c'est un discours qui a duré pendant 10 ans et on se rend compte qu'il y a un problématique au niveau de cette réforme fiscale. Mais je reviens en fait au nouveau modèle de développement. Je crois que le titre, l'idée la plus importante au niveau de ce projet, c'est essayer de libérer les énergies. Libérer les énergies dans le sens où les activités économiques, les acteurs économiques au Maroc, ils doivent avoir moins d'incertitudes pour qu'ils puissent travailler, pour avoir une certaine visibilité. Parce que certes, nous vivons dans une période qui était très difficile. C'est l'incertitude qui vient de l'étranger. En tant que décideur politique, en tant qu'acteur économique, on ne doit pas rajouter de l'incertitude à l'incertitude. On doit laisser les gens travailler pour qu'ils puissent produire de la valeur ajoutée, pour avoir des recettes. Mais vous dites, on doit laisser les gens travailler. Que signifiez-vous par laisser les gens travailler? Laisser les gens travailler, ça veut dire, certes, il y a la crise sanitaire qui jaillit de partout et de nulle part. On doit faire des précautions, mais on ne doit pas prendre des mesures complètement radicales qui font que nous sommes en train de freiner certains secteurs d'activité. Nous créons de l'incertitude davantage au niveau de l'investissement, au niveau de la confiance. Et tout ça, il va y avoir des répercussions sur le rythme, sur la cadence, sur la productivité, sur le moyen et long terme. Parce que toute décision qui n'est pas prise aujourd'hui en termes d'investissement, on va avoir un retard en termes de productivité, de valeur ajoutée, peut-être dans le moyen et long terme. Donc moi, ce que je dis tout simplement, c'est que nous sommes dans cette période difficile. Le Maroc, à mon sens, n'a pas fait mieux ou moins bien que les autres pays. Il est dans la moyenne. Mais ce qui est certain, c'est que nous avons certaines décisions qui font que nous sommes en train de condamner peut-être notre avenir économique à moyen et long terme. Quand vous parlez de ces décisions, on parle bien de la fermeture des frontières, hein, juste pour qu'on mette des mots sur... Entre autres, j'ai l'impression que... Comme quoi? La fermeture des frontières, l'enseignement, en fait, le fait, par exemple, une décision qui vient de sortir aujourd'hui
du ministère de l'enseignement supérieur, c'est que les étudiants, les enfants, ils vont passer des cours à distance, les examens à distance. Ça veut dire que nous sommes en train de condamner toute une génération au niveau de la qualité de sa formation. On parle du capital humain au niveau du modèle de développement, mais on écoute, à mon sens, beaucoup plus le médecin. Et si on écoute beaucoup plus le médecin, peut-être on va s'arrêter de vivre complètement. Ça veut dire, j'ai l'impression qu'on amplifie des problématiques qui sont un petit peu planétaires. Et on doit rester dans la norme et dans la moyenne. Comme notre économie, elle s'est comportée dans la norme et dans la moyenne, on n'a ni mieux fait, ni moins fait que les autres pays. Donc, on doit essayer de s'aligner en termes de nos décisions pour laisser l'économie prospérer, travailler, nos enfants, nos étudiants travailler pour essayer de former notre capital dans le moyen long terme, parce qu'il y a une décision qui vient de tomber. Donc, il y a quelques heures, comme quoi il ne faut pas se faire des réunions scientifiques, il nous faut peut-être faire les examens à distance, les enseignements à distance. Moi, j'ai l'impression que nous n'avons rien appris de ce qui s'est passé pendant à peu près 18 mois de cette crise sanitaire, de ce Covid. Et nous sommes, encore une fois, et je souligne sur ce point, on rajoute de l'incertitude à l'incertitude. Et quand on rajoute de l'incertitude à l'incertitude, on va récolter peut-être à moyen et long terme des résultats qui ne seront forcément pas bon pour notre économie, parce que l'économie d'abord c'est de la confiance, c'est de la clarté, c'est de la vision, c'est que les gens puissent prendre une décision aujourd'hui qui va donner des résultats à moyen long terme. Et plus nous retardons cette clairvoyance ou cet accès à l'information, cette visibilité, ou même je dirais cette liberté d'aller et de venir et de travailler et de créer et produire, parce qu'on a privilégié un seul facteur, même si c'est les déterminants, qui est la facteur sécurité ou la facteur sécurité sanitaire ou la santé, c'est que dans la vie, il n'y a pas que la sécurité, il n'y a pas que la santé, peut-être il y a autre chose, et il faut essayer de prendre la décision en se concertant avec toutes les parties prenantes, en essayant de voir les choses au niveau global, mais pas forcément d'une manière un petit peu tronquée. Ça veut dire on a un certain angle de vue, une vision, mais on néglige les autres, et je crois que tout ça, ça peut devenir un peu... dont les résultats ne seront pas forcément bons, alors que nous avons un potentiel d'aller vers un niveau, vers une activité ou vers une productivité à moyen long terme, qui est très bon. Parce qu'on était sur un bon train, et j'ai l'impression que nous sommes en train aujourd'hui de décélérer ou de freiner par rapport à ce qui a été fait il y a 6 mois ou 7 mois. Ça, c'est au niveau mondial. Abdelghani Omni, peut-être une réaction, mais aussi, quand on parle de réforme fiscale, mais il faut aussi parler de budget et des recettes, de l'utilisation de ces recettes à bon escient pour qu'elles créent de la valeur et des emplois, et qu'elles rétablissent cette confiance qu'évoquait professeur Sadok à l'instant. Est-ce qu'aujourd'hui, cette réforme fiscale, on peut la sentir dans le programme gouvernemental? Nous avons un nouveau gouvernement, bien sûr, en 2021, avec son programme, un projet de loi de finances donc, qui vient d'être voté et approuvé. On en est où dans tout ce qui est recettes fiscales et dépenses surtout? Alors moi, je ne suis pas aussi pessimiste que professeur Sadok, je suis beaucoup plus optimiste, c'est ma nature. Je renvoie les personnes qui s'intéressent à l'économie marocaine et à ses finances de lire le rapport de Roberto Cadarilli de FMI. Il vient de finir une mission le 10 décembre qui a duré à peu près 1 mois. Et en fait, il loue les efforts que le Maroc a fait. Le Maroc aujourd'hui sur la vaccination, il a vacciné plus de 62% de sa population. Il a maintenu des mesures fiscales et monétaires et budgétaires qui sont, je veux dire, optimales par rapport à la situation. Je salue aussi la décision de la Banque centrale, Banque El Maghrib, juste avant-hier, de maintenir les taux à 1,5% malgré les risques d'inflation, parce qu'on ne veut pas amputer l'investissement. Je pense que c'est cette lecture qu'il faut voir. Maintenant, sur la question que vous me posez, sur les dépenses budgétaires, sur les recettes fiscales, vous me parlez donc du PLF 2022. Alors, le PLF 2022 a été orienté qualitativement vers, si vous voulez, vers le social, avec 9 milliards de dirhams supplémentaires sur l'éducation et sur la santé, avec aussi une volonté de démarrer le grand chantier de la protection sociale universelle. Mais alors, avec quelles recettes, si vous voulez? Il y aura peut-être un déficit budgétaire, mais le déficit dépendra de la croissance. C'est-à-dire, tout dépendra cette année de l'année
pluviométrique et aussi de ce nouveau variant Omicron par rapport aux recettes qu'on fera sur le tourisme, sur les transferts des Marocains de l'étranger. On est vraiment dans l'incertitude, ça c'est vrai. Mais en même temps, on doit être optimiste parce que nous avons un pays qui se bat sur plusieurs, si vous voulez, sur plusieurs terrains. Mais il faudrait dire aux Marocains que la fermeture de frontières durera peut-être en fonction de l'évolution de la pandémie, y compris en Europe. Ce matin, moi j'écoutais, il y a 100 000 cas par jour, donc c'est pas facile. En France, oui. Je pense que le Maroc, à chaque fois, a anticipé sur des décisions qui se sont avérées après, si vous voulez, comme une bonne lecture de ce qui se passait. Mais espérons que les choses aillent mieux parce que notre croissance l'année prochaine dépendra de la pluviométrie et dépendra de l'évolution de la pandémie dans notre voisin de proximité qui est l'Europe. Et puis, bien sûr, parce que nous restons très connectés, n'est-ce pas, sur le terrain des exportations. En tout cas, le Maroc fait partie, bien sûr, de cette chaîne de valeur. Son premier client reste l'Union européenne. Professeur Komat, il y a cette question centrale de la généralisation de la protection sociale, son importance, mais aussi son financement. Aujourd'hui, il y a urgence, donc les urgences économiques, mais aussi des urgences sociales. Et aujourd'hui, on parle d'économie sociale, c'est indissociable, et notamment après les recommandations du nouveau modèle de développement. Donc plutôt optimiste, vous partagez quelques points de ce qui a été avancé par professeur Sadour, et surtout peut-être aussi votre avis ou votre analyse sur l'opérationnalisation de la généralisation de la protection sociale. Merci Khadija. Je voudrais effectivement réagir tout d'abord, vous m'avez interpellé par rapport à ce qu'a dit Sadour, par rapport à cet arbitrage entre le côté sanitaire et le côté économique. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes en train de sacrifier l'économie au profit de la santé? Est-ce qu'on ne laisse pas les gens travailler en fermant les frontières, etc.? Moi, en fait, j'ai un avis contraire. Le Maroc, en fait, vous savez qu'on travaille dans un pays qui a des institutions. Et la politique générale et la stratégie, elle est définie notamment par Sa Majesté dès le départ. Il s'agit de donner la priorité à la santé du citoyen. Bien évidemment, en préservant et en agissant sur les ramifications de la question sanitaire, à savoir la dimension économique et la dimension sociale. En fait, on a agi dès le départ en parallèle sur les trois dimensions, mais toujours en préservant la santé comme priorité absolue dans ce contexte de crise. Donc ça, c'est une donne. C'est une donne parce que nous travaillons dans un pays qui a une vision, qui a une stratégie, qui a une politique qui est arrêtée par la haute autorité du pays. Donc la santé en premier. Maintenant, qu'en est-il par rapport à cette décision peut-être de fermer les frontières et l'impact sur le côté économique? C'est vrai, ça touche essentiellement le secteur du tourisme. Parce qu'on l'a vu, les flux commerciaux n'en pâtissent pas. Les échanges commerciaux sur les autres dimensions, en termes de mouvement des marchandises, le commerce continue. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on a raison, on a tort? Moi, je dirais qu'on n'a qu'à voir un peu ce qui se passe ailleurs. Aujourd'hui, au niveau de l'Europe occidentale, qui est notre partenaire économique, financier, commercial de premier plan, en fait la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre. Aujourd'hui, ce sont des pays qui, bien évidemment, sont en train de fermer leurs frontières, il faut le dire, tout d'abord. Si on voit la Hollande, si on voit un certain nombre de pays, mais la grande question qui est posée aujourd'hui, qu'en sera-t-il au mois de janvier? Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quelques, je dirais, ouvertures, quelques possibilités de mouvement, etc., mais il y a une grande crainte, l'impact de cette libéralisation sur ce qui va devenir le mois de janvier en termes économiques. Et donc, en fait, aujourd'hui, il y a un lien très fort entre l'économie et la santé. Il ne faut pas dire laissons les gens libres de mouvement et travailler. Bon, bien évidemment, à court terme, ça peut avoir un impact sur les résultats économiques, mais à moyen et long terme, certainement, s'il y a en fait le côté sanitaire est touché, forcément, ça va rejaillir sur le côté économique. Donc, on ne peut pas dissocier les deux. Donc, ça, c'est pour dire que s'il ne s'agit que de cette question, je dirais, temporaire, de fermer les frontières pendant quelques jours, quelques semaines, sachant que les pays avec lesquels nous avons des mouvements
de personnes, à savoir surtout l'Europe occidentale, connaît aujourd'hui des taux de contamination de pratiquement 100 personnes, plutôt 100 000 personnes par jour en Angleterre. Ils étaient à 97 000 il y a quelques jours, la France à 65 000, 70 000. Donc, c'est normal que le Maroc se préserve. Alors, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le côté... l'économie sociale et la protection, voilà. L'économie sociale et la protection sociale. Voilà. Alors, la protection sociale, ça a été confirmé d'ailleurs par le gouvernement il y a quelques jours. En fait, il s'agit d'aller justement jusqu'au bout pour le parachèvement de ce projet. Donc, il y a un engagement au niveau du programme gouvernemental, mais également, le chef du gouvernement, il a déclaré il y a quelques jours, malgré bien sûr ces contraintes financières. Donc ça, c'est un projet sur lequel on ne revient pas. Alors, bien évidemment, nous avons franchi la première étape de la couverture maladie, et puis, bien sûr, les autres franges de la population qui n'étaient pas, je dirais, concernées par la première opération, ils le sont à partir de cette année. Et donc, la généralisation de la couverture maladie, elle est en cours. Et puis, bien évidemment, vont arriver les autres étapes, à savoir les allocations familiales, les indemnités de perte d'emploi, la généralisation de la retraite. Tout ça est échelonné à l'horizon 2025, sachant que la dimension financière également est prévue. Donc, nous savons que pratiquement la couverture médicale coûte aux alentours de 8,4 milliards de dirhams à l'État. Il est budgétisé au niveau de la loi de finances 2021, et puis il est budgétisé avec le reliquat que supposent les autres opérations au niveau de la loi de finances 2022. Donc l'État assume ses responsabilités. Le reste de financement, ce sont des contributions, bien sûr, des personnes qui vont bénéficier de ces systèmes. Moi, je crois que c'est un projet incontournable, c'est un projet qui est en train d'être mis en place. Il y a un engagement et il y a les moyens et les outils pour l'accompagner. Alors, bien sûr, tout cela s'inscrit dans la vision globale de l'économie sociale et solidaire, qui est en fait un des secteurs, je dirais, prioritaires au niveau du nouveau modèle de développement. Parce qu'aujourd'hui, le Maroc, ce secteur, d'une manière officielle, occupe à peu près, réalise 2% du PIB, alors qu'on a l'objectif d'aller jusqu'à 10%. Donc, il y a une révolution en termes d'économie sociale et solidaire, et pour plusieurs raisons. Tout d'abord, bien sûr, c'est un secteur qui va résorber, bien sûr, le chômage, mais également l'informel, qui va créer des richesses et qui va aller en phase avec la régionalisation avancée. Parce que la régionalisation avancée vise la réduction des déséquilibres sociaux, et vise la réduction des déséquilibres territoriaux, et tout cela ne saurait se faire sans une véritable économie sociale et solidaire qui crée des emplois de proximité. Et donc, je crois là également, c'est un secteur qui est en train de bouger. Il y a une prise de conscience au niveau des différentes parties prenantes, et on ne saurait en fait aller vers les objectifs assignés sans donner la place à ce secteur qui a une dimension sociale, mais qui a également une dimension économique. Très bien. Vous avez parlé d'emploi. Professeur Yomini, une reprise, malgré ces incertitudes diverses, une reprise de création d'emplois, bien sûr avec un taux de chômage qui s'est détérioré, en l'occurrence à cause, bien sûr, des raisons que l'on connaît. Est-ce que on peut entrevoir peut-être une amélioration du taux de chômage d'ici à 2022, voire 2023 ? Je vais vous décevoir, Madame Khadija Hassan. Alors, je n'ai pas de visibilité, je ne le pense pas. Alors, premièrement... Vous n'êtes pas le seul qui n'avait pas de visibilité, professeur Yomini. Alors, premièrement, le coronavirus est un virus qui s'est installé définitivement, je pense, dans notre vie, première des choses. Deuxièmement, il est définitivement saisonnier, et ça, vous pouvez me croire, parce qu'on va être dans une économie aujourd'hui de stop and go, c'est-à-dire qu'on va s'arrêter, redémarrer, s'arrêter, redémarrer. Et premièrement, les secteurs pourvoyeurs d'emplois chez nous aujourd'hui sont l'agriculture avec presque de 700-800 000 emplois. Donc, il nous faut une bonne année agricole. Et le FMI l'a dit. Il a dit qu'on aura une croissance de 2,9 en 2022 ou de 3,5 et cela dépendra de l'année agricole. Et vous savez, chaque point de croissance économique, c'est plusieurs milliers d'emplois. Le deuxième secteur qui est pourvoyeur d'emplois, malheureusement, c'est le secteur du tourisme, le secteur du transport et le secteur de l'artisanat. Ils sont tous les trois liés, ils sont corrélés.
Et si on n'a pas une reprise de tourisme, c'est 7% du PIB, c'est plus de 800 000 emplois, voire 1,3 million si on rajoute l'artisanat et le transport. Donc là aussi, il y a une attente. C'est pour ça que moi, sur ça, je suis malheureusement pas très optimiste sur la création d'emplois. Et malgré les promesses du gouvernement de créer les 200 000 emplois par année, ce ne sont pas des emplois qui sont viables, ce sont des emplois, si vous voulez, un petit peu on va les appeler emplois aidés. Ce sont des jeunes qui vont s'occuper sans apprendre de métier, sans apprendre de formation professionnelle, qui vont avoir 80% ou 100% du SMIC. Ça, ce n'est pas des vrais emplois parce que ce n'est pas des emplois durables. Alors, sur les emplois durables, par contre, moi, j'espère que le Maroc va relancer l'attractivité des IDE qui a baissé en 2021 et qu'on ait des chaînes de valeur globales qui pourraient, parce que l'Union européenne aujourd'hui, elle parie sur la relocalisation d'emplois, mais avec le vieillissement et avec aussi le manque de main-d'œuvre, je pense qu'on va récupérer une partie des emplois relocalisés de l'Asie vers nos pays, comme dans le textile qui est en train de retrouver vie, comme des secteurs de transformation. Et moi, je salue encore aujourd'hui, et il faut que tous les Marocains le sachent, que l'effort qui a été consenti par l'ancien gouvernement sur les 34 milliards de dirhams de substituts d'importation, c'est-à-dire sur les industries de transformation, c'est qu'au Maroc, nous sommes en train aujourd'hui de moins importer pour plus produire. Ça veut dire qu'on est en train de travailler sur la souveraineté alimentaire, sur la souveraineté économique partielle, pour éviter aussi les dangers de l'inflation. Donc, il y a des chantiers qui sont en place, qui sont lancés, et c'est là où j'espère qu'on aura des créations d'emplois sur ce que j'appelle, moi, entre guillemets, les secteurs alternatifs, et pas les secteurs naturels du Maroc, comme l'agriculture qui dépendra de la pluviométrie et le tourisme qui dépendra du ciel. Les deux dépendent du ciel. Voilà. Exactement. Exactement. Et Hicham Sador, bien sûr, ça dépend du ciel et ça dépend aussi de la Covid-19 et de son évolution et de tous ces variants qui apparaissent sans réellement prévenir. Alors, sans visibilité, comment s'annonce 2022? Est-ce qu'il y a un brin d'optimisme dans votre vision, Hicham Sador, ou pas du tout? Premièrement, je remarque en fait vos trois, vous me faites en fait cette remarque de pessimisme et d'optimisme. Mais j'aimerais juste vous rappeler ce que disait Gramsci. Gramsci, en tant qu'intellectuel, en tant que débatteur, on ne doit pas être ni pessimiste ni optimiste. On doit avoir le pessimisme de la pensée et l'optimisme de l'action. Donc cette réflexion autant pessimisme-optimisme, en fait, c'est pas à nous de le faire. Nous, on doit saluer ce qui a été fait correctement. Et bien évidemment, on doit alerter sur ce qui nous semble n'est pas bon à faire. Et justement, parce que déjà dans les interventions, enfin ce que je viens d'entendre, des fois on dit le ciel, on dit le tourisme, mais c'est la vérité. Et en même temps, nous dépendons de la pluviométrie, donc nous dépendons du ciel et nous dépendons aussi, parce que vous insistez sur ce secteur du tourisme, qui n'est pas aussi important que l'agriculture, nous dépendons aussi de l'ouverture des frontières. Donc l'un dans l'autre, oui, on dépend du ciel. Oui, je sais très bien. En fait, on dépend du ciel. C'est pour ça, en fait, moi, juste le fait de dire que l'économie marocaine, elle se porte mieux que les autres, parce que l'année dernière, le ciel, elle était clément avec nous. Donc, moi, je suis pas en train de faire du pessimisme. Je suis en train de faire une lecture objective, parce que le décideur, il est en train de prendre des décisions. Toutes les décisions ne sont pas forcément bonnes. Donc, il ne faut pas se voiler la face. Il y a des réalisations qui ont été faites, je l'ai dit tout à l'heure, il y avait un dynamisme, des bons résultats pendant le premier semestre. Et à un certain moment, parce qu'on est obnubilé par certains résultats, on oublie de voir les choses au niveau presque global en prenant en considération toutes les parties prenantes. Je reviens à la décision, ce que je disais tout à l'heure, en termes, si vous permettez ce terme, que je n'apprécie pas l'optimisme et le pessimisme. Le modèle du développement, je crois qu'il y a deux idées très importantes. Libérer les énergies et développer le capital humain. Libérer les énergies, ça veut dire, en termes d'économie libérale, si on s'inscrit dans ce qu'on appelle le sociolibéralisme, c'est qu'on doit émettre des signaux très forts en termes d'incitation des gens pour qu'ils puissent produire massivement. Et ce que je dis, moi, par rapport à la lecture de ce qui se passe au niveau planétaire, moi, j'ai l'impression, dans certaines décisions, on fait... C'est pas parce qu'on va privilégier tel facteur au détriment. Pour moi, la bonne gouvernance, c'est essayer de prendre tout le monde en même temps. Il n'y a pas de priorité. Pour moi, la priorité, peut-être, c'est les jeunes, c'est les enfants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de nous dire l'évaluation des décisions qui ont été faites sur la psychologie de nos enfants, sur la qualité de la formation? Il y a deux rapports. La Cour des comptes, elle est en train de faire ce genre de choses pour essayer de nous dire vraiment
Est-ce que les décisions qui ont été prises n'ont pas alerté le capital humain qui sera opérationnel dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans au Maroc? Est-ce que nous ne sommes pas en train de condamner notre futur pour essayer de vivre dans un confort de sécurité presque totale actuellement? Donc c'est ça la question de fond. Et moi non, mais vous dites, vous savez, vous n'appréciez pas optimisme et pessimisme, mais vous êtes en train de parler comme si le Maroc était le seul à prendre ces décisions dans le monde. Ce n'est pas le cas. Il y a des pays qui sont confinés. Je veux dire, il faut arrêter de prendre le Maroc à part et dire que... Il y a l'Australie qui se confine, le Japon est fermé, et j'en passe. Je ne vais pas tous les citer, mais force est de constater que ce n'est pas propre au Maroc, professeur Sador. Parce que là, à vous entendre, à vous écouter, enlevant peut-être quelques sémantiques en ce qui concerne que vous n'appréciez pas, et je respecte, pessimisme ou optimisme, il faut être réaliste et surtout juste. Donc parler du Maroc et parler aussi que le Maroc fait partie d'un tout. Il s'agit de tous les pays qui sont aujourd'hui confrontés à une seule menace. Non, tous les pays sont confrontés à la même menace qui est Covid-19. Oui, mais vous en convenez quand même. D'ailleurs, mon prédécesseur, mon collègue tout à l'heure, il a parlé du stop and go. Le stop and go, ça a des résultats, des répercussions dans certains secteurs, dans l'économie en général, parce que pour créer de la dynamisme, c'est comme vous freinez une voiture et vous la relancez, ça consomme plus d'énergie. Donc moi, ce que j'essaye de dire, quand vous me dites en fait quelques exemples, le cas de quelques pays, moi j'essaie de voir un petit peu la tendance générale, c'est que ce Covid aujourd'hui, même cette variant, c'est vrai, c'est une menace, il y a 100 000 en Angleterre, il y a 100 000 en France, il y a tout ça, mais le taux d'hospitalisation, le taux de décès, il est très bas. Ça veut dire, est-ce que la question de fond, est-ce que ça suppose des mesures restrictives de cette nature-là, ou peut-être il faut faire d'autres précautions pour essayer de préserver autre chose. Parce que je ne suis pas dire que la santé ou rien, l'économie ou rien. Je ne suis pas dans cette réflexion. Je sais très bien que les questions, elles sont complexes. J'essaie juste de dire que lorsqu'on sème ce genre encore d'incertitude ou cette invisibilité qu'on a sur le moyen et long terme, ces décisions peut-être qui peuvent nous condamner dans le futur. C'est ça ce que je me dis. Et la chose la plus importante pour moi, c'est la psychologie des gens, c'est le capital humain, c'est la formation. Et tout à l'heure, j'ai parlé de tourisme et bien évidemment d'autres tourismes. Je peux comprendre qu'économiquement, ça peut être contrebalancé par autre chose, avec l'endettement. Mais il y a des choses de fond pour essayer de construire un modèle de développement de 2035. Ça veut dire que je m'inscris en termes que décideur, en termes de réflexion sur ce que sera le Maroc en 2030-2035. Je ne suis pas dans l'instant T. Je suis aussi dans le futur. Et c'est ça, tout à l'heure, je disais, il y a des choses qui ont été faites. Je ne suis pas un nihiliste. J'ai jamais dit le pessimisme, l'optimisme. Il y a des choses qui ont été faites. Il y a un acquis. Il faut peut-être essayer de profiter de cette crise pour lancer les bases d'un nouveau Maroc. Et d'ailleurs, on parle d'un nouveau modèle de développement. Exactement. Je viens de le dire tout à l'heure, c'est libérer les énergies, le capital humain, c'est les deux sous-bassements importants pour le Maroc du futur. Merci beaucoup, Hicham Sador. Je remercie également mes deux autres invités, professeur Abdelatif Komat et professeur Abdelghani Lioumni. Merci d'avoir enrichi cette discussion, dirais-je, ce débat sur donc cette rétrospective économique de l'année 2021, aussi des projections, et qu'on espère, en tout cas du fond du cœur, qu'elles soient positives de 2022, parce que 2 ans de Covid, on les a malheureusement bien sentis dans beaucoup de secteurs. Merci, professeur Komat et professeur Lioumni. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci à vous. Merci, au revoir. Voilà, c'est la fin de Questions d'Actu. Très bonne soirée.